on va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de donner les moyens d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition, et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'agtech, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la 2e saison de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Nous allons aborder une question qui est fondamentale pour l'avenir de l'agriculture, mais qui est malheureusement trop peu abordée auprès du grand public, c'est le sujet des sols agricoles. En effet, pour qu'une plante pousse bien, il faut qu'elle trouve tout ce dont elle a besoin dans un sol en bonne santé. Mais pendant de très nombreuses années, toutes les recherches, technologies et innovations se sont concentrées énormément sur la plante, prenant le sol comme un bon ami sur lequel on pouvait compter coûte que coûte. Le constat de sa dégradation, un peu partout dans le monde, pousse aujourd'hui le milieu agricole à l'étudier de plus près. C'est pourquoi aujourd'hui la connaissance du sol, le plus grand patrimoine du monde agricole, est fondamentale. Pendant 2 ans, il y a une personne qui s'est intéressée de près à ce sujet, c'est Quentin Sagnier, plus connu comme étant le fondateur de Devialet, les meilleures enceintes du monde, que comme un acteur du monde agricole. Vous trouverez de nombreux podcasts et autres interviews sur ces incroyables 10 ans à la tête de Devialet que je vous invite largement à écouter, car ce n'est pas du tout ce dont on va parler dans cet épisode. Aujourd'hui, Quentin est à la tête de Greenback, qui a pour ambition de devenir la première agence de notation des sols agricoles. J'ai choisi Quentin parce que je suis très fière qu'un entrepreneur qui a monté à mon sens l'une des plus belles boîtes françaises, reconnue dans le monde entier, s'intéresse et s'investisse dans le monde agricole. Il rend le sujet sexy auprès de la Startup Nation et je trouve ce constat très proche de l'un des objectifs de la Ferme Digitale, faire parler de l'agtech et attirer les meilleures personnes dans ce domaine qui est crucial pour notre avenir. Quentin m'a dit juste avant de commencer l'interview, l'agriculture, c'est le grand sujet des 30 prochaines années, comme le numérique a été le sujet des 30 dernières années. Je partage grandement cette remarque que nous allons expliquer tout au long de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Donc merci Quentin d'être là cet après-midi pour enregistrer le podcast Futur Agri. En préparant cet épisode, moi la question que j'avais envie de te poser, qui forcément intrigue un peu tout le monde, je pense, c'est après ton parcours très tech, qu'est-ce qui t'a amené à te dire en fait là maintenant ce que j'ai envie de faire c'est dans le secteur agricole? Qu'est-ce qui t'a amené au monde agricole? Est-ce que toi tu avais des liens particuliers avec ce secteur avant ou vraiment c'est sorti du chapeau, on va dire? Innover, c'est apporter des réponses à des problèmes, hein. C'est d'abord ça, c'est pas sortir un ordinateur vert quand il y en a des rouges ou bleu quand il y en a des blancs, hein. C'est répondre à des besoins de la société en trouvant des nouvelles façons de résoudre ces problèmes ou d'apporter des réponses différentes aux problèmes qui peuvent exister. Et la chance qu'on a, d'une certaine façon, c'est qu'en agriculture, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. On a un modèle qui est à bout de souffle. Ça, je pense que tout le monde aujourd'hui en est conscient. Économiquement à bout de souffle, en termes d'environnement à bout de souffle, en termes moral même d'une certaine façon aujourd'hui. Et donc, c'était une forme d'urgence pour moi d'agir dans ce domaine-là. Enfin, la réponse, elle a plein de dimensions.
Elle a des dimensions environnementales, c'est-à-dire aujourd'hui l'agriculture a un impact négatif, très négatif sur l'environnement. Et il faut changer ça sur les revenus des agriculteurs qui sont pas bons. Une activité hyper subventionnée globalement. Donc l'argent va pas là où il faudrait qu'il aille. Et si on veut résoudre ça, il faut réussir à faire que le système fonctionne de façon différente. Et c'est le projet de Greenback. L'idée, mon intention de base, c'est quelle est la chose la plus simple au monde qu'on puisse faire et qui puisse tout changer. Et ça, je dirais que c'est une posture d'entrepreneur qui ne sait rien faire. Voilà, quand on est entrepreneur, on fait ça parce qu'on ne sait rien faire, je vous le rappelle. Donc c'est de dire simplement on va trouver une solution au problème de l'agriculture, et pour ça, c'est quel est le problème auquel on va s'attaquer. Et ça, c'est... Enfin, je peux le développer, mais... On va le développer juste après. Ouais. Et du coup... un peu la sous-question que j'avais à ça, toi, tu as eu plein d'aventures entrepreneuriales avant, tu as rencontré plein de gens, etc. Et tu as dû certainement apprendre toute ta vie. Et aujourd'hui, en étant en contact de ce secteur agricole, des agriculteurs eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils t'apprennent aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou que tu as appris tout simplement ? Moi, c'est ce qui me motive, c'est de faire des choses auxquelles je ne connais rien. Donc, je connaissais rien à l'agriculture. Enfin, j'ai un père agronome, j'ai beaucoup de copains agriculteurs, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation depuis longtemps. Je cuisine beaucoup. Enfin, c'est des sujets pour moi qui sont des sujets à la fois culturels, intellectuels et professionnels importants depuis longtemps. Et puis avant De Vialet, j'avais une boîte de conseil en stratégie. On travaillait beaucoup pour des groupes alimentaires. Donc c'est des sujets que je connais un peu, mais auxquels mon ignorance est sans limite, comme elle l'était en domaine du son ou de l'électronique ou de à peu près tous les sujets auxquels je m'attaque. Je m'y attaque parce que précisément, ça m'intéresse d'apprendre. La première chose, c'était quand j'ai décidé de quitter De Vialet et de travailler sur ce sujet-là, ça a été de créer un petit groupe d'agriculteurs autour de moi en Normandie. Et la question, enfin, j'ai fait le constat avec eux que je viens de faire sur la faillite économique, environnementale, etc. de l'agriculture, en leur demandant, mais d'où ça vient, quoi. C'est quoi le problème, en fait ? Quelle est la raison pour laquelle on est dans cette situation-là, à votre avis ? J'ai posé la question 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et puis assez vite, parce que je pense que j'avais choisi les bons, ils m'ont dit non, mais attends, le problème de l'agriculture, c'est la façon depuis 50 ans, de la façon dont on a considéré les sols, la façon dont on a appréhendé le sol comme un simple substrat de support de la plante. Elle chope la lumière du soleil, l'eau de la pluie, et puis pour le reste, on va la nourrir à travers ce substrat, on va lui fournir ce dont elle a besoin pour se défendre, pour se développer, etc. Et ça, me disent-ils, ça, c'est le problème de l'agriculture. C'est la clé, quoi. C'est la clé. En fait, au moment où ils disaient ça, je me suis dit, bingo, non pas que ça soit une bonne nouvelle, mais c'est un vrai problème. T'as trouvé ton problème. En fait, j'ai trouvé mon problème. Et dès lors qu'on a trouvé le problème, la solution est pas loin, en fait. Et en fait, très vite, j'ai posé beaucoup de questions en fait, sur le sol. Mais c'est... Ah oui, le sol, mais c'est quoi un sol en bonne santé ? C'est quoi un sol malade ? Quelle est l'influence de l'état de santé du sol sur la santé de la plante, sur sa valeur nutritionnelle, sur sa valeur organoleptique, sur voilà, plein de questions qui viennent immédiatement dès qu'on se pose ça. Et finalement, il y avait beaucoup de questions et il y avait assez peu de réponses parce qu'en fait, on sait très peu. Aujourd'hui, du coup, là, parce que c'était aussi justement ma question d'après, mais là, tu es en train d'y répondre, mais c'est super, vraiment, pourquoi les sols ? Plein de problèmes dans l'agriculture. Toi, tu as décidé effectivement, d'entreprendre là-dedans.
Le constat que tu as fait, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce manque de connaissances. Pourtant, j'ai l'impression que la France est quand même assez équipée en agronomes, chercheurs, etc., sur tout type de sujets de l'agriculture. Mais les sols, au final, tu n'as pas trouvé tant de choses que ça, c'est ça ? Alors, il y a des... alors, d'abord, pourquoi ce sujet-là ? C'est parce que je pense que c'est, enfin, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment le problème racine, en fait. Tout découle de ça. C'est-à-dire, je pense que ce n'est pas uniquement un des problèmes de l'agriculture. Je pense que c'est le problème racine de l'agriculture globalement. Après, c'est ma vision. Il y a d'autres... On pourrait parler de la façon dont on traite les animaux, qui sont aussi d'autres sujets qui ne sont pas directement liés au sol, bien que, à partir du moment où on a de la même façon considéré qu'on pouvait nourrir des animaux dans une étable sans jamais les mettre dehors, etc., enfin, voilà, qu'on a considéré que le sol sur lequel ils pouvaient croître n'avait pas d'importance, ça peut être le même genre de choses. Après, j'ai rencontré très vite, en fait, j'ai cherché à rencontrer des savants, des gens qui travaillent sur le sol certains travaillent depuis 30 ans sur le sol. J'ai rencontré des grands savants, des biologistes, des écologues, des spécialistes du carbone du sol, spécialistes de l'analyse des sols, spécialistes de l'analyse par satellite, spécialistes de l'hydrologie, des spécialistes, etc. Plein de gens vraiment passionnants qui nous ont accueillis à bras ouverts, très à la fois touchés et intéressés qu'on s'intéresse à leur sujet. Ils ne voient pas forcément débarquer grand monde venant d'autres cieux chez eux. Donc, et qui m'ont raconté. Et moi, à chaque fois, je posais la même question, mais qu'est-ce que c'est qu'un sol en mauvaise santé ? Qu'est-ce que c'est qu'un sol malade ? Et donc, tu as retourné à la question, voilà. qu'est-ce qu'est un bon sol, oui, mais qu'est-ce que c'est un sol en mauvaise santé ? C'est comme en médecine, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir qu'est-ce que c'est qu'un organisme sain, c'est de savoir quels sont les symptômes d'un organisme malade. C'est la même chose avec le sol. Si on veut évaluer les sols, si on veut les connaître, il faut essayer de comprendre les pathologies du sol. En fait, c'est quels sont les éléments qui peuvent trahir une situation pathologique d'un sol. Et donc, voilà. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de savants et passionnants, avec aussi des points des domaines de lacunes, hein, qui ne sont pas le fait de ces gens-là qui font un travail formidable, hein, mais qui sont globalement le fait de ce qu'on a investi sur les sols depuis 50 ans, justement, dans leur connaissance, de leur compréhension. Dès lors que vous faites le constat où vous décidez que c'est un substrat, vous en fichez, quoi. Enfin, ça vous intéresse pas voilà, si vous comprendre dites, vraiment comment ça fonctionne, quoi. Voilà, si vous dites c'est un espace vivant, c'est un biotope, voilà, là ça devient un sujet de connaissance et donc d'ignorance. Voilà. Alors que si c'est un substrat, je regarde à peu près de quoi il est composé, des éléments physico-chimiques, et en gros, je sais tout. Et donc, le constat que j'ai fait, qu'ils m'ont fait d'ailleurs au moment où je les ai rencontrés, c'était de dire, notamment, ce qu'on dépense dans la recherche publique en matière de sciences sur les sols, dans la science de l'environnement, c'est 0,3% du budget global. Les sols, donc l'environnement, il y a l'air, l'eau et le sol comme domaine de... Voilà. Le sol, c'est 0,3% de la dépense publique en matière de sciences de l'environnement. Voilà, ça donne un peu... Même pas de la recherche totale, déjà ciblée sur l'environnement, c'est rien du tout. Voilà, donc ça donne une idée de l'importance qui a été jusqu'à présent accordée à ce sujet. Et qui est d'ailleurs, du point de vue politique et du point de vue moral, une faillite. Mon but n'est pas de tacler des gens, mon but est simplement de constater cette faillite et de savoir comment on en sort, en fait. Mais la réalité, c'est celle-là. Mais on regarderait en médecine l'argent qui a été dépensé ou qui est dépensé sur notre biotope, hein, voilà, les quelques 2 kilos, je crois, de bactéries qu'on a dans notre estomac, etc.
mais ça doit être à peu près de cet ordre-là. Quand on regarde le lien entre donc le sol, la plante, sa valeur nutritionnelle, sa valeur organoleptique et oleptique, c'est parce que c'est le plaisir quand on se nourrit est aussi un élément très important et certainement de notre équilibre aussi. En fait, on a une ignorance totale sur toute la chaîne. On a regardé le lien entre l'état de santé du sol et l'état de santé de la plante, pour essayer de comprendre à travers la littérature scientifique depuis 70 ans dans le monde, qu'est-ce qui a été publié sur ce sujet. Bilan, donc en 70 ans, peut-être un peu plus, il y a à peu près 250 articles qui traitent de ce sujet-là, enfin qui ont un aspect, enfin qui traitent quelque part de ce sujet-là. À l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Sur ces 250 articles, il y a moins d'une dizaine d'articles qui traitent réellement du problème du lien entre le sol, entre l'état du sol et l'état de la plante. Et il y a à peu près 3 articles qui sont exploitables de nos jours. Okay. Je pense qu'il y a des milliers d'articles, peut-être même des dizaines de milliers d'articles qui traitent de l'innocuité du glyphosate ou de produits de ce type-là. Donc ça donne une idée aussi du travail du travail qui n'est pas fait en fait par la recherche sur des domaines qui sont absolument nécessaires. Donc le lien entre le sol, la plante, sa valeur nutritionnelle, organoleptique, notre biotope et la santé. Voilà, ben ça, on se nourrit 3 fois par jour. Ces sujets-là n'ont intéressé quasiment personne depuis 70 ans. Donc il y a du boulot. Donc, tu avais ta brèche à ce moment-là pour t'engouffrer dedans. Voilà, 2-3 vies devraient me permettre d'arriver à bout d'un dixième de tout ça. C'est sûr que dans tous les cas, il restera du boulot pour tout le monde après sur ce sujet qui est si important. Donc du coup, tu fais ce constat-là, tu montes du coup cette agence de notation des sols cultivés, c'est comme ça que tu l'appelles. Donc tu analyses plein de données sur ces sols, donc tu récupères ces données-là et t'en ressors finalement, je ne sais pas si c'est un peu le vocabulaire que vous utilisez chez Greenback, mais un espèce d'outil d'aide à la décision pour les institutions qui sont prêtes à payer pour ce faire. Ce que j'ai pas trouvé en faisant des recherches sur Greenback, c'est qu'est-ce que toi tu souhaites que tes clients en fassent en fait. Est-ce que une fois que toi tu as délivré ta valeur ajoutée, c'est-à-dire toutes ces données, etc., qu'est-ce que tu leur dis et est-ce qu'il y a des préconisations qui sont faites derrière, ou est-ce que tu te dis c'est pas ta place et juste tu t'arrêtes là et c'est déjà pas mal. Voilà. En fait, le côté passage à l'action derrière, comment toi tu le vois aujourd'hui. Alors peut-être c'est un peu prématuré aussi, je sais pas du tout où t'en es, tu vois, exactement dans justement ces outils, mais voilà, comment tu t'envisages le passage à l'action? Alors d'abord, les données qu'on recueille, elles viennent de prélèvements au sol, c'est-à-dire que on prélève dans les sols. Ensuite, on fait des analyses et après, on a des données. Et à la fois, la façon dont on prélève, les analyses qu'on va faire, le type de technique, de processus, etc., qu'on va faire pour analyser les sols, a fait l'objet maintenant, c'est à peu près 2 ans de développement. Donc, on fait de l'ADN de sol, donc on analyse l'état de la biologie, de la biodiversité, de la biomasse à travers des analyses ADN de sol, des fonctions de sol aussi qu'on regarde à travers l'ADN du sol. On fait de l'analyse du carbone du sol, de l'humus, la matière organique du sol qu'on caractérise en fonction de sa disponibilité pour la biodiversité, de son caractère structurant pour le sol, etc. Et puis on fait de l'analyse sanitaire, des pollutions du sol, etc. Tous ces éléments-là, c'est un aspect extrêmement important du développement de Greenback, c'est-à-dire d'arriver à fournir sur un sol non pas des données, mais un diagnostic
parce qu'on peut dire, voilà, ton taux de globules blancs, c'est ça, ton taux de globules rouges, c'est ça, mais en quoi ça donne un état de santé? Rien du tout. Il faut que tu sois capable de comparer ça à un référentiel. Il faut savoir en quoi ça peut être un élément pathologique ou pas pathologique. Et puis, ça peut différer selon ta taille, ton poids, ton âge, ton sexe. Voilà, un bébé de 3 jours ou un adulte de 95 ans, on n'analyse pas leur santé. Elle peut être dans les 2 cas excellente. Ça s'analyse pas de la même façon. Donc déjà, il y a tout un traitement et rendre visible ces données. Voilà, déjà, il y a ça. Et ça, c'est l'énorme partie de notre investissement. C'est l'aspect déterminant. Et c'est cet aspect qu'on est les seuls à faire. C'est-à-dire à la fois de donner un diagnostic et que ce diagnostic soit sur un référentiel universel. Et qui est toujours en construction. Donc qui existe au début des analyses aussi en santé humaine. On faisait des choses qui se sont sophistiquées. L'analyse du climat, on faisait des choses il y a 30 ans qui se sont beaucoup sophistiquées. Depuis, c'est la même chose sur l'analyse du sol. Et une fois qu'on a des résultats, notre objectif, donc ce résultat établit un état de santé qui... Dans notre vocabulaire, il va être en bonne santé. Enfin, c'est assez simple, vous allez voir. Mais c'est en bonne santé, c'est en mauvaise santé, ou c'est en bonne santé, mais avec des éléments d'alerte. Ce qu'on pourrait, de la même façon, dire en santé humaine. On ne va pas dire tu as une note de 9,86 ou de 6,3, tu es en bonne santé ou tu n'es pas en bonne santé, quoi. Et puis, il peut y avoir, tout va bien, mais... Attention à ton cholestérol, à ton taux de je sais pas quoi, enfin voilà. Donc on va fournir ces données-là. Et après, ça va dépendre de l'usage des gens et de leur métier. Si je suis un agriculteur, j'ai un impact important dans le choix des pratiques, la façon dont j'exerce mon métier. Et donc, je vais pouvoir corréler des pratiques agricoles avec cet état de santé du sol. Je vais être capable de dire, tiens, sur les sols sur lesquels j'ai des rotations plus longues, sur lesquels j'ai un couvert végétal ou sur lesquels j'ai moins de labour, ou sur lesquels j'ai alterné tel et tel type de culture, ou etc. Je vais constater des liens entre mes pratiques et des états de santé. Et ça, je peux le faire moi, mais je peux le faire sur des centaines de cas, des milliers de cas, des dizaines de milliers de cas, des centaines de milliers de cas. Et dès lors que je suis capable de faire ça, j'arrive à construire des systèmes qui peuvent s'apparenter à un système d'aide à la décision, ou en tout cas, je crée des corrélations entre des états de santé et des pratiques. Et ça, c'est le premier aspect, c'est ça, c'est-à-dire être capable de changer en fait le regard des gens sur l'agriculture et son impact, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans des situations dans lesquelles il y a des chapelles en fait. Il y a beaucoup de chapelles agricoles de ceux qui rien ne doit remplacer le bio, d'autres il faut faire de l'agriculture de conservation, d'autres il faut faire ça oui, mais plutôt avec notre association qu'avec les autres, ou de l'agroforesterie, etc., etc. Tous ces gens, au fond, travaillent pour le même objectif. Tous. Et moi, je suis un peu désarmé parfois de l'agressivité qui peut exister entre les uns et les autres. Mais tout le monde travaille pour le même objectif. Nous, ce qu'on apporte à ces gens-là, c'est des données, en fait. On leur apporte des données. OK. Vous voyez, vous parliez de couvert végétal. Regardez, dans vos couverts, il y a tout cela qui ont un effet formidable. Et puis cela, dans certains cas, ça n'a pas d'effet. Pourquoi ? Est-ce que c'est améliorable ? Ça, c'est leur travail. Mais la question, je pense, a beaucoup de valeur, et la donnée a beaucoup de valeur dans ce domaine-là. Et donc après, ça viendra un peu naturellement, tu penses, après, derrière les décisions qui seront prises par tes clients ? Nous, on apporte des outils pour ça. C'est-à-dire, on apporte des outils d'intelligence artificielle qui vont révéler, en fait,
des corrélations entre ces différents sujets, sachant que les données sur les pratiques, elles viennent aujourd'hui de nos clients. Demain, je pense de plus en plus que nous, on sera capable d'apporter des données sur les pratiques. Je prends un exemple. On est capable d'identifier à partir d'imagerie satellite l'existence d'un couvert végétal. On est capable d'analyser sa durée et on est capable d'analyser sa densité. Et c'est déjà pas simple, hein, mais c'est en tout cas, c'est des projets sur lesquels nous on fait des développements. Il y a d'autres acteurs qui font, mais en tout cas, on est capable à partir de ça de faire ça vous fait des données qui sont globales, contextuelles. Ouais. En fait, ça, c'est des contextes. Des référentiels. On est capable de dire, quand le sol est couvert comme ça, alors la tendance, c'est plutôt qu'on a des résultats comme ça. De même, on est capable de faire ça avec des rotations de culture. On est capable, par satellite aussi, de constater les rotations de culture. On est capable de le faire avec le labour. On est capable de le faire avec d'autres dimensions environnementales, c'est-à-dire d'aller regarder des sites polluants, de la biodiversité locale, de la biodiversité environnementale des champs autour, mais de la présence de haies, de couloirs de biodiversité, de forêts, etc. etc. Et donc, on va corréler ces données de contexte avec des données de mesurer, et ça va contribuer à enrichir le modèle. Donc, on va être aussi capable de dire à nos clients, un des problèmes, semble-t-il, que vous avez, n'est pas lié uniquement à vos pratiques, mais aux pratiques autour de cette parcelle agricole. Il n'y a pas assez de diversité. Hein. Votre parcelle agricole, elle fait déjà 15 hectares en blé, donc c'est déjà une belle parcelle. Mais autour, finalement, toutes les parcelles, c'est aussi du blé. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une rotation on va mettre de l'orge, du colza, du pois, enfin autre chose sur les parcelles environnantes, de façon à ce que chaque année, il y ait une forme de biodiversité du système de culture aussi qui puisse se créer. Voilà, à titre d'exemple, je n'ai pas précisément les réponses de ça, mais en tout cas, moi, je suis capable de dire, quand vous faites ça, ça donne ça, et quand vous faites ça, ça donne ça. Quoi. Donc forcément, après, de toute façon, les acteurs vont les prendre en compte dans leurs décisions. Quoi. Exactement. Très clair. Et c'est déjà énorme en termes de ce que tu délivres avec Greenback. C'est déjà pas mal, quoi. Voilà, sachant qu'il y a... Là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est un praticien qui intervient directement sur l'activité agricole. Mais après, nos clients, c'est aussi les acteurs de l'industrie qui achètent et qui, eux... qui achètent, alors prenons un exemple... Mais qui sont partenaires des agriculteurs d'une manière ou d'une autre, et du coup qui vont interagir avec eux, quoi. Exactement, qui influent sur les pratiques et qui influent par leurs achats. C'est-à-dire dès lors qu'ils décident d'acheter un produit venant d'une terre, on peut considérer qu'ils ont une responsabilité sur la façon dont ce sol est exploité. Bien sûr. Et eux, je pense que de plus en plus, ils ont cette perception-là aussi. Donc c'est de dire aux industriels aussi, soyez intéressés à l'état de santé des sols d'où sont issus les produits que vous avez. Donc là, on peut avoir, par exemple, un brasseur. Donc il achète, il achète du malt à un malteur. Le malteur achète l'orge à une coopérative agricole qui, elle, achète de l'orge à des agriculteurs. Et là, on peut imaginer de créer une chaîne de valeur dans laquelle l'industriel dit... Moi, je pense qu'il y a une opportunité à créer de la valeur sur le marché de la bière avec un orge issu d'un endroit connu et de sol en bonne santé. Et moi, industriel, je suis capable de raconter des histoires à partir de ça. Et l'été dernier, par exemple, Heineken, pour ne pas les citer, ils ont fait une campagne d'affichage sur laquelle il disait la bière s'est faite avec de l'orge. Et ce qui est une façon de relier, je pense, le produit à la fois un terroir, une origine naturelle, etc.
C'est déjà une étape. On n'est pas encore à l'étape de ça stocke tant de carbone, etc. Parce que là, on perdrait complètement le grand public. Non, mais c'est déjà une étape. Ouais. Mais dès lors qu'on a ça, on peut dire, OK, on fait de l'orge, enfin, on utilise de l'orge, mais en fait, cet orge, il vient pas de n'importe quelle terre. Il n'est pas traité de n'importe quelle façon. Et donc ça peut être un élément de valorisation. Et ça, c'est la même chose avec même des produits, peut-être, enfin, le blé de meunerie, les fruits et légumes, toutes les filières sans problème. Toutes les filières. Et donc, dans nos partenaires aujourd'hui, parce qu'on est encore dans des phases pilotes, on a beaucoup d'industriels. On a beaucoup de gens qui sont pas directement des acteurs agricoles. Parfois, certains, ils ont une ferme pilote ou des choses comme ça. Oui, c'est toujours un petit peu imbriqué dans le milieu agricole. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des acheteurs massivement, quoi. Ils sont 98%, 99% de leurs achats. Ça se fait chez d'autres agriculteurs. Donc, ils ont ce poids-là aussi d'influence. Justement, c'est nickel parce que ma dernière question, ça va être sur le dernier aussi un peu type de partenaire que j'ai l'impression que vous allez chercher à avoir. C'est aussi tout ce qui va être institution publique, puisque des entreprises elles vont prendre des décisions pour elles-mêmes, et les États vont aussi devoir délivrer des politiques publiques en connaissance de cause. Et donc là, Greenback, typiquement, va pouvoir leur être très utile aussi. J'ai direct pensé aussi à la PAC, quand on est en train de tout refaire la PAC, etc. Ça serait quand même pas déconnant d'avoir des données sur les sols pour pouvoir donner des subventions à tel ou tel agriculteur. Et du coup, aujourd'hui, en fait, tu es en train de monter effectivement une agence qui se voudra aussi mondiale, donc qui récupérera toutes ces données. C'est en fait une espèce de mission d'intérêt général que tu es en train de porter et qui pourrait être complètement... Enfin, je sais pas, on a une agence mondiale de la santé, on a une agence mondiale de à peu près tous les sujets. Toi, tu lances ça. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, toi, tu te dis en fait, on sera plus efficace de faire ça avec une entreprise plutôt qu'avec une institution publique? Comment tu suppléantes ça et comment tu le vois, cette espèce de dilemme, quoi? C'est pas un dilemme, je suis entrepreneur, je sais pas faire autre chose. Donc, il y a des entreprises qui ont des rôles sociaux. Enfin, une entreprise n'a pas forcément... son objectif, c'est pas uniquement de gagner de l'argent et de survivre. Voilà, un cabinet médical, enfin toutes les activités médicales, la plupart de ces activités ont un rôle social, des activités de transport, de fourniture d'eau, il y a évidemment des entreprises qui ont ce que je crois, c'est que moi je suis un entrepreneur. Je pense qu'une des caractéristiques de l'entrepreneur, c'est qu'il se satisfait pas du monde tel qu'il est, quoi. Et donc, moi, j'ai une forme d'urgence à agir. Et je le fais. Et je ne pense pas, aujourd'hui, que les institutions soient en mesure de faire ce que je fais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas jouer un rôle positif, mais je pense que ce n'est pas le cas. Le rôle fondamentalement de Greenback, c'est de faire en sorte qu'on réintègre dans les chaînes de valeur agricole les externalités négatives de l'agriculture. C'est ça fondamentalement qu'on crée. Et ça, on le crée par un système d'information, en créant une information. Donc toutes les institutions, je parlais des entreprises, qui sont des institutions, les banques, les assureurs, etc. Mais évidemment, les institutions publiques ont aussi un rôle à jouer dans ce domaine. Et en particulier, parce qu'on va, sur cet aspect-là, apporter des éléments extrêmement novateurs sur le marché carbone que tu as évoqué très rapidement, c'est-à-dire d'apporter sur ce marché carbone agricole des solutions cohérentes avec cette vision de santé des sols, cohérentes avec une mesure d'impact climatique, mais aussi environnemental, parce qu'il n'y a pas d'intégration du carbone agricole sans la prise en compte de l'impact environnemental. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on va sauver le climat de la planète et flinguer sa biodiversité. Et non seulement ça serait une ineptie, évidemment, mais en plus, pas un acteur
pas un acheteur du marché carbone, n'achèterait du carbone agricole qui ne prendrait pas en compte cet aspect de biodiversité. Ils vont peut-être le faire 2 fois pour essayer, mais je veux dire, c'est dès lors que cet élément existe, est mesurable, etc., on change absolument les données. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va annoncer dans très peu de temps sur le marché carbone. Ok. Hyper intéressant cette vision-là. Et puis, du coup, là, il y a plein de développements futurs, j'imagine, pour Greenback. Là, vous avez bien aussi consolidé, effectivement, ces projets pilotes. Et puis, là, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup. Merci de ton accueil. Merci à toi. Alors, du coup, pour les petites questions de la fin, j'en aurais 3, Quentin. La première, de quelle entreprise aurais-tu aimé être le fondateur et pas la tienne? Alors, sans hésiter, un restaurant. Ok. Et je pense que c'est un peu... ça va de gagnère à des choses très rurales, en fait. Mais je pense... j'adore cuisiner, j'adore... T'aurais pu te faire plaisir aussi à juste monter un resto et puis aussi. Voilà, mais démontrer des choses à travers ça, sur la façon de mettre les gens au milieu des cuisines ou les cuisines au milieu des gens, de les faire participer à la préparation des repas. J'aurais aimé... trouver des concepts aussi là-dedans. Voilà, j'aurais bien aimé ça, je pense. Chouette, ça fait sens. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux au quotidien aujourd'hui ? Je pense que c'est d'apprendre, en fait. C'est d'apprendre. D'où aussi ta façon d'aller de sujet en sujet. Non, mais c'est de faire le constat simultanément de l'ignorance et de la pertinence, de l'ignorance dans laquelle je suis et de la pertinence de ce qu'on construit en apprenant beaucoup de choses. Ouais. Top. Et quelle personne aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Futur Agri ? C'est pas simple. Je pense à Marion Verle, qui est la CEO de Sustainert, qui est donc une émanation de Gold Standard et qui est un organisme certificateur des crédits carbone. Et je pense qu'elle est confrontée aujourd'hui à des défis majeurs en matière de carbone agricole. Et il y a des enjeux de financement majeurs dans ce domaine. Et je pense que ça serait intéressant de l'entendre sur le sujet. D'avoir son point de vue là-dessus. Écoute, on va regarder ça très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de ce 10e épisode de Futur Agri. Merci à Quentin pour cette discussion autour de la question cruciale des sols agricoles. Cet épisode est assez particulier pour moi, d'abord parce que quand je me suis intéressée à l'agriculture il y a quelques années, j'avais regardé à peu près toutes les vidéos YouTube du couple Bourguignon, les fondateurs du laboratoire d'analyse microbiologique des sols, qui ont été les premiers à alerter le milieu agricole sur la dégradation de la biomasse des sols. Je suis donc particulièrement touchée que des entreprises viennent apporter aujourd'hui de la valeur et surtout des solutions concrètes sur cette problématique. L'histoire de Quentin, c'est celle de la tech qui rencontre l'agriculture, ou autrement dit, de passion qui se rencontrent au service de la transition agricole. Un grand merci à tous pour votre écoute et à la Ferme Digitale qui produit ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux et à le noter sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre la Ferme Digitale sur ses différents réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.